Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous dans l'auditorium du Palais Pharo pour cette soirée débat sous le thème Décoloniser l'info, un alibi ou une nécessité. Donc je rappelle que cette soirée sera en deux parties. Une première partie, donc un entretien avec Edoui Plenel et ensuite un panel avec nos autres invités que nous appellerons juste après cet entretien. Il est évident que l'actualité à Gaza, en Palestine, depuis 1 an et demi, mais aussi en Afrique, a certainement imposé ce thème pour les assises. Et peut-être plus même que l'actualité, la couverture de cette actualité, notamment par les médias européens, états-uniens, et le fossé que cela semble avoir créé avec ce qu'on appelle le reste du monde. Edoui Plenel, bonsoir. Bonsoir et merci de l'accueil et de l'invitation. Vous êtes le fondateur de Mediapart. Le 23 avril dernier, mercredi 23 avril, vous participiez à une action qui a eu lieu en solidarité avec les journalistes assassinés par Israël à Gaza, qui avait lieu donc à Paris devant l'Opéra Bastille. Il s'agissait donc d'une action organisée par plusieurs sociétés de journalistes, des syndicats, etc., en solidarité avec leurs collègues. C'est une action qui a été finalement assez critiquée. Beaucoup ont dit trop peu, trop tard. Ça vient après 1 an et demi, avec un texte, une tribune qui a précédé cette action, qui était quand même assez consensuel. Il n'y avait pas le mot génocide. On sent qu'il y avait vraiment une volonté d'éviter certains mots, certains termes qui pouvaient être clivants. Est-ce que voilà, pendant cette action, dans les prises de parole qu'il y a eu, on a entendu le mot autocritique. Il y a eu un appel ou l'espoir qu'à un moment, les journalistes français feraient leur autocritique. Alors, on sait qu'à d'autres périodes, par exemple après la guerre du Golfe, donc après l'invasion de l'Irak, du Koweït par l'Irak en 90, il y a eu une autocritique des médias français qui avait à l'époque beaucoup suivi CNN dans sa couverture. Aujourd'hui, est-ce que cette critique ou cette autocritique ne tarde pas à venir, alors qu'on a l'impression que des journalistes occidentaux ont encore moins d'excuses qu'en 1990 parce qu'on est en 2025, qu'il y a les réseaux sociaux et que le 8 octobre, on savait ce qui se passait à Gaza? Oui. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que je ne suis pas les médias et que je ne me vis pas vraiment comme un journaliste dit occidental. En l'occurrence, le rassemblement auquel vous faites allusion est venu de journalistes qui essayent de réveiller des médias dominants de l'intérieur, et notamment de Benjamin Barth, qui est un confrère formidable, estimable, et qui, dans les colonnes du Monde, est sans doute le meilleur connaisseur de la question palestinienne, mais qui se bat à l'intérieur de ce journal et qui est victime de violentes attaques, justement pour le sérieux de sa couverture. Pour nous, Mediapart, être présent à ce rassemblement, c'est être solidaire. Mais dans nos colonnes, nous le sommes depuis le début. Younes Abzouz a fait pour Mediapart, dès les premiers mois, ce qu'on appelle dans l'Antiquité un tombeau des confrères et consoeurs de Gaza, qui est actualisé régulièrement, pour qu'il n'y ait pas simplement des noms, pas simplement des visages, mais leur histoire, ce qu'ils faisaient, et répondre par l'information à cette calomnie terrible qui, au fond, comme l'a dit le responsable de Reporters sans frontières au rassemblement de la Bastille, il a dit « c'est la première fois où quand un journaliste est tué, on me demande s'il n'était pas un terroriste ». C'est la première fois, le premier conflit où on dénie la qualité de journaliste et on emploie ce mot figé, ce mot valise, ce mot d'excommunication qui serait ce mot de terrorisme. Donc voilà, que dire de ce rassemblement? Au moins ce rassemblement a eu lieu et puis il faut espérer que ce ne soit qu'un début. Au moins, ce rassemblement a réuni l'ensemble des organisations syndicales de journalistes. L'appel dont vous parlez a été signé par toutes les sociétés de rédacteurs, toutes les sociétés de journalistes.
Ensuite, le chemin est très long. J'ai bien vu sur les réseaux sociaux que ma présence était mise en évidence parce que j'étais un peu la seule, entre guillemets, je mets 4 guillemets, je ne me vois pas comme ça, notabilité de la profession. J'ai bien vu que les responsables des rédactions dont les sociétés de rédacteurs avaient signé cet appel n'étaient pas là. Je ne les ai pas vus. Voilà. Il y avait, en revanche, les vieux de la vieille que nous sommes. Je parle de Sylvain Sipel, je parle d'Alain Grèche, je parle de toutes ces figures qui ont accompagné toute cette question. Donc, il faut mener la bataille. Le journalisme est un champ de bataille. Les assises du journalisme sont nées aussi de cela. Mais pour bien mener la bataille, il faut rassembler. Puisque je réponds à votre question sur le texte n'était pas parfait. Je pense qu'aujourd'hui, je le dis de toutes les assemblées, lieux où je me promène, comment vous dire ? Je fais partie de ceux qui sonnent le tocsin depuis longtemps. J'ai réuni mes articles sur la Palestine dans un livre récemment, La Palestine, notre blessure. Le premier, dans Mediapart, est de 2009. C'est une adresse à Barack Obama, Palestine où se joue la paix du monde. Il y a dans ce texte une lettre ouverte, dans ce livre, une lettre ouverte à François Hollande. En 2014, c'était déjà une guerre à Gaza qui l'interpelle sur le fait qu'il est celui qui a transformé la politique française en alignement inconditionnel, donc acritique sur la politique des dirigeants israéliens. Donc, aussi bien sur la question de Palestine que sur le paysage global mondial, je suis de ceux qui ne sont pas surpris par ce qui nous arrive. On peut être sidéré par l'ampleur du massacre, nous le savons tous, il n'a pas d'équivalent. L'ampleur de cette logique qui est au cœur des logiques coloniales. Derrière tout colonialisme, il y a au bout du compte, au bout du bout, comme le disait Aimé Césaire, Hitler. C'est-à-dire au bout du bout, il y a le génocide. La question coloniale, évidemment, est un moteur à l'annihilation de l'autre, la suppression de l'autre. Ça commence d'abord parce qu'on ne veut pas le voir, parce qu'on le met en situation d'infériorité, et puis de pire en pire, de poison en poison, on va jusqu'au crime contre l'humanité. Mais voyez-vous, si nous vivons la catastrophe, nous ne sommes pas dans un moment où il faut attiser la querelle des petites différences. Je pense que nous sommes... Utiliser le mot génocide n'est pas une petite différence. Non, je dis... Je l'utilise moi-même. Je dis juste que si vous voulez faire bouger les choses, vous rassemblez. Vous rassemblez. Et vous essayez d'amener les gens à au moins se mobiliser. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ce n'est pas, vous avez raison, ce n'est pas à ça que je voulais faire allusion. Ce n'est pas à la mention de génocide. C'était au fait de dire, est-ce que, je vais vous le dire autrement, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas le mot génocide dans ce texte que nous avons signé, mais dont nous ne sommes pas les rédacteurs, nous, Mediapart, faisait que ce texte ne devrait pas exister, ou est-ce qu'il valait mieux qu'il existe ? Voilà, nous sommes dans ces pas à pas. La Cour internationale de justice a fait un grand pas. La Cour pénale internationale ne l'a pas fait encore. Elle va, espérons-le, le faire. Je parle vraiment... C'est l'inverse. En fait, c'est la CPI qui a fait un grand pas avec les mandats d'arrêt et la CIJ... Non, mais je parle sur la qualification de génocide. Ah, d'accord, oui. Sur la qualification de génocide, sur la qualification juridique. Hein, vous voyez. Et donc, voilà. Et on sait, il y a un article du Guardian tout récemment qui dit que le procureur voudrait passer à une étape supérieure. Donc, voilà, peut-être ma formulation vous a semblé maladroite, mais je veux dire, dans un moment comme ça, parce qu'il y avait à ce rassemblement, et la question de Palestine a en France toujours trimballé cela, des personnes qui étaient là en disant « tout ça vient trop tard », qui étaient là en fait en protestation contre le rassemblement. Bon, moi je crois aux causes communes. Je crois que si l'essentiel est en jeu, on doit se rassembler sur l'essentiel. On doit
faire le front le plus uni possible. En clair, voilà, l'heure n'est pas au sectarisme. Entre nous, en tant que journalistes, vous savez bien qu'un des drames de la question de Palestine, c'est comment le sectarisme a aussi miné le camp palestinien. Et notre devoir de journaliste est aussi de le dire. La corruption de l'autorité palestinienne et l'identité et le jeu solitaire du Hamas sont aussi au cœur du drame que vit la Palestine. Donc on ne peut, bien sûr que nous, journalistes, et on en parlera tout à l'heure, je pense, au débat, notre responsabilité, car nous sommes du côté des sociétés, pas du côté des pouvoirs, pas du côté des États, elle est de tenir tous les bouts. Bien sûr, la dénonciation de la politique israélienne. Bien sûr, la dénonciation des dirigeants israéliens. Bien sûr, la documentation du génocide, des crimes contre l'humanité. Mais en même temps, nous devons aussi traiter comment le camp de l'émancipation, le camp de la résistance, le camp de la libération a aussi des questions à poser. Alors, vous avez évoqué justement la question coloniale, qui est effectivement au cœur de tout cela. Dans un texte que vous avez publié fin octobre 2023, qui s'intitule La Palestine, une question, Israël-Palestine, une question morale. En chapeau du texte, en début du texte, on lit « Si le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c'est parce qu'il porte une question morale universelle, celle de l'égalité des droits. » Alors, on a vu par certains aspects comment cet universel a été pour beaucoup ou est pour beaucoup un universel exclusif. Mais au-delà de ça, justement, pour faire le lien, est-ce que c'est l'universalité de la question palestinienne, est-ce qu'elle ne vient pas justement non, au-delà de cette question d'égalité des droits, de cette question coloniale, justement, parce que c'est le dernier avatar d'un colonialisme et d'un colonialisme de peuplement qui atteint cette région, donc dans le monde arabe et au Proche-Orient. Et est-ce que justement il n'y a pas, on a l'impression souvent, notamment chez un certain nombre de journalistes, qu'il y a une incapacité à voir justement cette dimension coloniale dans la manière même dont l'État d'Israël a vu le jour, et que ça sépare quand même donc deux visions du monde. On a envie de dire, on a l'impression quand même qu'une bonne partie, même chez les confrères et les consoeurs les plus progressistes, la question coloniale commence à partir de 67. Elle commence avec l'occupation de ce qui est généralement admis comme les territoires occupés, mais on ne la voit pas, la question coloniale, dans l'ADN même de l'État d'Israël. Comme je vous ai dit, je ne suis pas le journalisme. Et pour moi, la question coloniale n'est pas une question annexe, et même n'est pas seulement la question de ce qui se joue là-bas. La question coloniale est au cœur de notre présent. Pourquoi la Palestine, et je dis bien la question de Palestine, au-delà de la diversité de son peuple, au-delà de toutes les explications sur le mouvement national palestinien, le mouvement national juif, les conditions de la création de l'État d'Israël en 1948, la Nakba, l'assassinat du représentant des Nations Unies, il ne faut pas l'oublier, le comte Bernadotte par des terroristes israéliens, les divisions, l'ensemble des divisions, les questions de corruption, etc. Ça aussi, c'est une conséquence au-delà de tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que la question coloniale est aujourd'hui, pour moi, une question centrale universelle. La question coloniale est au cœur des logiques de puissance. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948 ? Je ne parle pas de la création de l'État d'Israël, je parle de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes bien d'accord, c'est une proclamation qui est comme un horizon. Les mêmes pays qui la proclamaient étaient ceux qui allaient les nier, notamment dans leurs colonies, et la France est la première. De ce point de vue, Madagascar, le Vietnam, l'Algérie, le Cameroun et tant d'autres situations coloniales. Mais on en revient à ce que je vous disais quand l'essentiel est en jeu. La catastrophe européenne, les deux guerres mondiales, le crime de génocide, la destruction des Juifs d'Europe, a fait prendre conscience que nos logiques de puissance, celles de comment l'Europe s'est projetée sur le monde,
comment elle a créé cette réalité politique qui s'appelle l'Occident, qui n'est pas une réalité géographique. Ces logiques de puissance amènent à la catastrophe, amènent à la destruction de l'humanité par l'humanité elle-même. Et donc, du coup, il y a eu un sursaut. Le sursaut, c'est de se dire on ne peut pas faire confiance aux peuples, aux nations, aux États, car même les plus civilisés d'entre eux peuvent devenir barbares. Donc il faut des principes au-dessus des peuples, au-dessus des nations, au-dessus des États, des principes que l'on peut évoquer contre eux. Ça a donné toute la tradition des ONG et des mouvements de défense des droits humains. La première, Amnesty International. Nul hasard si c'est elle qui a documenté dans le premier rapport indépendant le génocide en début décembre dernier. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'au même moment où étaient proclamés ces droits universels, il y avait un caillou dans la chaussure du monde. Nous, en projetant, nous l'Europe, comme un manteau de poussière, notre propre crime commis par la destruction des Juifs d'Europe, sur le dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien, je parle de la Palestine, nous avons, comme vous le dites, actualisé, activé comme une bombe à retardement la question coloniale. Et nous l'avons activée au cœur de la politique mondiale. Car aujourd'hui, la logique coloniale, elle est partout. Elle est chez Trump quand il dit « je veux le Groenland et je veux le Canada et je veux Panama ». Non seulement là, et évidemment dans la continuité du soutien des administrations américaines à Israël, mais elle est partout dans la logique de M. Poutine. Qu'est-ce que c'est que l'invasion de l'Ukraine? C'est une logique impérialiste, c'est un nouvel impérialisme, c'est le refus des droits du peuple à s'autodéterminer. C'est pour ça que j'ai dit dans les articles de Mediapart, et nous en avons eu la démonstration ces derniers temps, que tout soutien inconditionnel à Netanyahou était un cadeau fait à Poutine par rapport aux campistes atlantistes européens qui ne soutenaient pas la Palestine, soutenaient inconditionnellement Netanyahou et étaient inquiets pour l'Ukraine. C'est la même chose. Et nous avons sous les yeux aujourd'hui deux impérialismes, l'impérialisme américain et l'impérialisme russe, la main, dans la même logique. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que le colonialisme ? Et y compris au cœur d'un pays comme le nôtre. Car la question coloniale, c'est pas seulement occuper un autre territoire, chasser un autre peuple, prendre ses richesses. Elle est active ici même. C'est l'idée de la hiérarchie des humanités. Le colonialisme est indissociable de ça. Il crée cette logique-là. Et pourquoi je réponds de manière globale à votre question ? C'est que nous devons avoir l'intelligence de notre indignation. Notre indignation n'est pas seulement de dire stop au génocide, de dire notre solidarité avec toutes les confrères et tous les consoeurs. Nous devons aussi comprendre que dans ce moment-là, les logiques de domination, de puissance, elles travaillent l'ensemble de nos pays. Vous rendez-vous compte quand même, nous sommes ici dans des assises du journalisme, quand Trump, qui donne le feu vert à l'épuration ethnique à Gaza, la Riviera, la Côte d'Azur, le nettoyage ethnique, décide de s'aligner sur les positions de Poutine sur l'Ukraine et veut organiser la défaite de l'Ukraine sur le dos du peuple ukrainien, comme il fait sur le dos du peuple palestinien. Je l'ai comparé au pérubus, à la trappe, deux peuples, à la trappe les Palestiniens, à la trappe les Ukrainiens. Mais où fait-il cette réunion ? Où fait-il cette réunion ? Américain, russe. À Riyad, chez l'assassin de Khashoggi, de notre confrère Jamal Khashoggi. Il faut tenir tous les bouts. Il faut tenir tous les bouts en Arabie Saoudite. Et Dieu sait si être journaliste en Arabie Saoudite est évidemment beaucoup moins confortable qu'ici. Mais il faut aussi dire qu'il y a ces pouvoirs-là.
Il faut aussi dire que ces pouvoirs-là sont complices de ces logiques de puissance qui vont avec tout, qui vont avec l'extractivisme, qui vont avec les dégâts écologiques, qui vont avec le pétrole, le gaz, la richesse, l'appropriation, la destruction du vivant. Aujourd'hui, notre ennemi n'est pas seulement le visage de Netanyahou, de Trump, de Poutine. Il est l'ensemble du feu vert que donnent ces lois du plus fort aux logiques de puissance partout. Ce qui est juste et ce qui est, je crois, bon pour mon peuple. Pas de loi, pas de droit humain, pas de principe. Ce que je décide bon pour mon peuple est juste et je le fais. C'est la logique de Netanyahou, c'est la logique de Poutine, c'est la logique de Trump. Mais nous en parlerons tout à l'heure. C'est aussi la logique, puisqu'on est sur la question décoloniale. De manière très logique, des régimes complices du néocolonialisme français ont été renversés en Afrique subsaharienne. Et ils ont été renversés par des militaires qui menaient le combat contre les forces djihadistes, mais ces militaires se retournent contre leur société. Ils sont populaires puisqu'ils attisent le sentiment du ressentiment contre cette Europe, contre cette France, contre cet Occident. Mais aujourd'hui, ces militaires sont les ennemis de leur société, sont les ennemis du journalisme. J'ai fait, et j'aurais pu le faire sur d'autres pays, un message de solidarité à nos confrères du Burkina Faso qui ont disparu depuis des mois, qui sont enrôlés de force pour aller combattre les djihadismes, ou pour certains, on ne sait même pas s'ils sont en vie encore. Serge Houlon, responsable de l'événement, un journal honnête, un journal qui révèle la corruption. Donc, pourquoi je vous réponds comme ça ? Je suis, comme j'allais dire, je suis Mediapart. Je n'ai pas d'autre identité que Mediapart. Mediapart est au rendez-vous des combats que vous défendez. On est solidaire avec Orient 21, avec Afrique 21 et toutes sortes de médias qui sont ici. Mais je veux alerter sur le fait que nous, journalistes, aujourd'hui, on doit être à l'avant-garde d'une défense des principes qui ne doit pas souffrir de deux poids, deux mesures. Nous ne sommes pas pour le double standard des États, ils nous l'ont montré, eh bien nous-mêmes. Merci, Louis Plenel. Le temps passe vite. On arrive à la fin de cette première partie de soirée, de cet entretien. Je vous invite à rejoindre le premier rang. On va avoir nos panélistes donc de la table ronde qui vont nous rejoindre pour la deuxième partie, pour la discussion qui va suivre. Mais on vous retrouve tout à l'heure. S'il y aura des questions du public, un petit échange avec la salle. Et donc, vous serez avec nous à nouveau tout à l'heure pour pouvoir répondre aux questions du public. Merci.